entendre l'interprétation et profiter de cette fonctionnalité. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue. Je suis Ama Bene et je vais animer cette séance. L'ICMLF, la fondation, comme vous le savez, la fondation pour la recherche sur la LMC, et nous avons organisé un certain nombre d'ateliers pour aider la communauté des praticiens de LMC. Notre objectif est de mieux assurer la prise en charge de la LMC par le biais de l'éducation, et c'est pourquoi nous avons des conversations, des publications, un centre de connaissances. Et en termes de formation, je peux vous dire que nous avons plus de 200 programmes. Et je suis ravie de voir aujourd'hui l'un des bénéficiaires de cette formation. En termes de recherche, nous faisons de la recherche à l'échelle mondiale dans différents domaines qui sont tous liés à la MSC. Il y a par exemple l'hépatite B, il y a la pédiatrie, et notamment dans les pays à revenus intermédiaires et revenus faibles. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à TFR dans les cadres à peu de ressources. Nous allons entendre deux interventions et quelques informations d'ordre pratique. Veuillez débrancher vos micros pour ne pas créer d'interférences. Vous pouvez utiliser le chat si vous voulez poser des questions par écrit, mais vous pouvez également les poser à l'oral à la fin des exposés. Nous vous donnerons la parole. Donc voilà pour les quelques informations d'intendance. Et nous allons maintenant commencer avec le suivi et l'intervention BCR-ABL, ceux qui répondent lentement. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le professeur Hemant Malhotra. Il vient d'un centre spécialisé, le centre Mahatma Gandhi Medical College Hospital d'Inde. Merci infiniment, monsieur le professeur, d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons également parmi nous le docteur Ephraim Hailey d'Addis Abeba. Il vient du Habeset Shari Tefere et du centre hospitalier d'Addis Abeba. Merci infiniment, docteur Hailey, d'être avec nous aujourd'hui également. Alors, nous allons tout de suite donner le coup d'envoi de cette séance. J'aimerais simplement avant cela vous dire que la prochaine séance se tiendra le 12 novembre. Nous aurons le professeur Uchonyo Abdenyaf du Kenya et Mike Morrow des États-Unis. Nous verrons quelles sont les difficultés dans l'adhérence au traitement. Et nous aurons également le docteur Zabo de la République tchèque et moi-même du Ghana. Donc, réservez cette date, le 12 novembre. Voici quelques-uns des liens qui vous conduiront vers certaines informations importantes. Je vous remercie. Nous allons maintenant commencer sur le BCR-ABL chez les patients à faible réponse et je donne la parole au docteur Hailey. Ensuite, nous aurons une discussion, un échange et le professeur Malhotra nous apportera sa perspective des choses. Nous donnerons la parole aux participants qui auront des questions à poser. Donc, sans plus attendre, je donne la parole au docteur Hailey. Vous êtes là? Vous pouvez voir mes diapositives. Absolument, nous voyons vos diapositives. Je vous en prie, allez-y, docteur. Merci, Ama, et merci à tous de m'accueillir à cet atelier.
Je suis ravie de participer à cette deuxième séance organisée par la Fondation. Et je vais effectivement parler de la BCR ABL et voir comment cela s'exprime chez les patients à faible réponse. J'ai deux cas à vous présenter aujourd'hui sur lesquels nous allons pouvoir réfléchir ensemble. Donc, je vais présenter le premier cas et puis ensuite le deuxième cas après notre discussion. J'ai quelques diapositives d'introduction. Donc, d'après le rapport sur la charge des maladies mondiales de 2018, la LMC correspond à 53% des patients. Dans notre pays, c'est la leucémie la plus commune, la leucémie chronique la plus connue. L'introduction de l'imatinib dans notre pays date de 2000 et a révolutionné la prise en charge. Et nous avons à peu près plus de 5000 participants, enfin patients, excusez-moi, qui ont été diagnostiqués avec la LMC. Nous avons accès à un certain nombre de thérapies grâce notamment à la Fondation. Et comme je vous le disais il y a un instant, nous avons à peu près 5000 patients diagnostiqués avec la LMC depuis une dizaine d'années. Nous avons, comme beaucoup d'autres pays africains, des difficultés communes, à savoir un manque de diagnostic, un problème d'adhérence ou d'adhésion au traitement et à la prise en charge, le manque de la prise en charge LMC décentralisée, des limites économiques claires, des présentations cliniques qui sont décalées. Et nous avons également des difficultés pour les services de greffe des cellules souches pour les patients. Donc, ce sont les grandes difficultés que nous rencontrons. Donc, voilà le tableau, si vous voulez, de l'hématologie dans le pays. En raison de ces limites significatives, il est difficile de procéder à des mises à jour et de mieux assurer la prise en charge. Ici, nous avons des données sur les recommandations Leucomia-Net de 2025. Cette mise à jour a mis en exergue certains points. On insiste par exemple sur le suivi moléculaire pour les patients atteints de la maladie entre 3,6 et 12 mois, pour voir également les ITK. Et nous avons également des points de suivi qui ont été définis et redéfinis. Pour le changement de thérapie, on envisage un certain nombre d'indicateurs qui doivent être revus. Mais comme je l'ai dit, il y a une des conditions primordiales pour le changement de thérapie, c'est le suivi moléculaire entre 3,6 et 12 mois. Dans les recommandations, certaines indications sont données pour les cas qui ne sont pas indiqués pour le changement de thérapie. Il y a notamment la réponse cinétique, l'objectif de la thérapie, la comorbidité, les toxicités qui doivent être prises en compte. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les patients qui affichent une réponse faible à la thérapie. Alors, je vais tout de suite passer au premier cas. Il s'agit d'un homme âgé de 39 ans qui a été diagnostiqué
avec une LMC en phase chronique en février 2024. Il a commencé avec une thérapie cytoréductive et avec de l'hydroxyruxé pour une période de 3 semaines et avec l'imatinib à 400 mg par jour. Il semblait qu'il avait une bonne adhésion à la thérapie avec une seule intolérance hématologique. Il a obtenu une réponse hématologique complète, une CHR, au bout de 3 mois de traitement. Et vous voyez les indicateurs BCR-ABL avec la protéine P212. Ici, nous avons un tableau plus complet de ces indicateurs. Donc, vous voyez que nous sommes à 23,4 d'IS. Et donc, nous avions une bonne thérapie. Nous nous attendions à de bons résultats. Nous avons poursuivi la thérapie. Il n'y avait pas d'interférence des ITK. Et nous avons repris les mêmes mesures au bout de 6 mois de thérapie. Nous avons les paramètres de l'hémogramme et vous voyez les BCR-ABL. Donc, au bout de 6 mois, nous sommes arrivés à 6,4 IS. Nous avons poursuivi la thérapie avec la même dose d'imatinib de 400 mg par jour pendant 3 mois supplémentaires. Au bout de 12 mois de thérapie, le patient se sentait bien. Il avait une bonne adhésion au traitement et manifestait une bonne tolérance au traitement. Nous avons fait une mise à jour en mars 2025 avec l'hémogramme et le leucocyte. Et nous sommes arrivés à un BCR-ABL de 1,8% d'IS. Donc, une diminution par rapport au chiffre initial. Donc, au bout de 12 mois, nous étions à peu près à 1%. Donc, on a envisagé ici une résistance à l'imatinib en phase primaire de la LMC. C'est ce qui a été diagnostiqué. Il y a une mutation du KD, mais nous n'avons pas pu procéder à ce test, à cet examen, en raison des difficultés économiques du patient. Donc, nous avons changé de traitement. Nous sommes passés à 2 ITK, donc la nilotinib, 400 mg. Ici, vous voyez les mesures avec le nilotinib qui a été assez bien toléré. Donc là, nous sommes à peu près à 3 mois de thérapie. Nous sommes à un BCR-ABL de 0,6 IS. Après environ 17 mois de thérapie, on est arrivé à 0,6% avec le nilotinib en thérapie. Alors, on a revu le patient il y a 5 semaines, il tolérait très bien la thérapie et on voyait une réaction complète et on lui a proposé de le revoir tous les 6 à 12 mois. Donc, dans ce cas spécifique, comme vous l'aurez vu, il y a eu un déclin régulier, mais on était toujours dans une zone d'alerte à 3, 6 mois et 12 mois de thérapie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le cas de ce premier patient.
et j'attends avec impatience d'avoir la discussion et l'intervention du professeur Hénan également pour voir ce que nous pouvons discuter sur la base des points de discussion qui ont été choisis. J'ai pensé que ce serait important pour ce premier patient, mais on peut aussi avoir d'autres idées. On a vu la mise à jour en 2025. Donc, que peut-on faire pour les patients qui sont toujours dans cette zone d'alerte à 6 mois et à 12 mois? Voilà, c'était l'un des points que nous voulions mentionner. Et puis, euh, pensez-vous qu'on aurait dû changer le traitement plus tôt? Ou bien est-ce que vous pensez que le changement de thérapie à 12 mois, comme nous l'avons fait, était justifié chez ce patient? Ou bien est-ce qu'on aurait dû continuer la thérapie initiale, même si on arrivait à 12 mois à un taux de 1% simplement sur la base du fait que on voyait toujours le gène BCR-ABL et dans un patient souffrant de LMC qui est toujours en zone d'alerte, et étant donné qu'il y a un déclin, morbidité et aussi l'objectif de la thérapie. Ce sont les points sur lesquels j'aimerais avoir votre avis, vous qui êtes là pour écouter voilà, la présentation du premier cas. Merci beaucoup, docteur Ephraim. Merci de ce cas que l'on rencontre assez souvent. Est-ce que vous pouvez me rappeler l'âge du patient? 39 ans. OK. 39 ans. Donc un patient assez jeune et le diagnostic de BCR-ABL était de 23, 6,4 à 6 mois, 1,8 à 12 mois, donc c'est assez classique. Et ce patient serait considéré pour nous comme étant géré de manière adéquate, vu la résistance. On passe à la deuxième génération d'ITK et toutes ces recommandations, en fait, s'appuyaient sur euh, un essai de base de notre hôpital. Et si le patient n'a pas de réponse optimale à 3 mois, c'est-à-dire moins de 10%, alors ce patient aura un taux de survie de 30 à 40% à 5 ans. Mais maintenant, nous avons une base de données plus large d'Inde avec 4 études et nous avons une longue analyse que nous avons étudiée et nous commençons à croire que ces jalons au début des lignes directrices sont trop serrés et que on voit dans la tranche BCR-ABL que l'on a des patients qui présentent une résistance à un ITK, mais c'est simplement un patient qui répond lentement. Mais on a toujours la possibilité de continuer avec le même ITK, peut-être en première ligne ou en deuxième ligne. Mais on peut continuer le premier avant de passer au deuxième. Donc, si je regarde les lignes directrices, on ne perd pas beaucoup si l'on continue à maintenir ce traitement sur l'ITK primaire sur ces patients qui répondent lentement. Vous attendez 3 mois, 6 mois, 12 mois et ensuite vous prenez une autre discussion, une autre décision. Alors, à 6 mois, si on voit le transcript de BCR de plus de 10%, alors le taux de survie à 10 ans n'est que de 10% de moins que pour un patient qui a une réponse optimale, si on peut l'appeler ainsi. Et à 12 mois, si c'est à plus de 10%, alors vous avez un déclin de 30% du taux de survie. Donc, cette échéance de 12 mois
serait probablement plus adapté. Ça dépend peut-être des différents pays du monde, mais en tout cas dans mon pays, en Inde, nous l'avons fait pour les ITK de première génération et de deuxième génération, mais pour l'imatinib, c'est à peu près euh, un tiers du prix d'un ITK de deuxième génération. Donc, nous avons une approche assez conservatrice avant de changer un ITK. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la première question posée par Dr. Ephraim. Nous sommes un peu plus conservateurs dans notre approche, notamment pour les patients qui montrent qu'il y a un déclin lent certes mais progressif du gène BCR-ABL. Donc, si vous voyez qu'il est à cette résistance, on peut envisager une analyse de mutation, mais il faut attendre un peu plus longtemps pour voir s'il s'agit vraiment d'une résistance à l'imatinib. Maintenant, pour le point numéro 3, mon sentiment, d'après les recommandations que l'on a et les nouvelles données que nous avons reçues également, les grandes données que l'on a de l'étude 4 sur la CML avec des données de survie à 10 ans et 15 ans maintenant qui sont disponibles. Il y a une autre option pour ce patient qui aurait été bonne aussi, c'était de continuer le même traitement pour 3 ou 6 mois de plus et ensuite vérifier le BCR-ABL et voir s'il y a la même réaction moléculaire à ce moment-là que pour l'ITK de deuxième génération. Évidemment, l'individualisation du traitement est un mot à la mode. Le traitement doit être individualisé pour chaque patient. Mais il ne faut pas quand même oublier ce que l'on a comme données et la réponse moléculaire est très importante. C'est pour cela que la majorité des experts vont dire que pour la première année, en tout cas à 3 mois et à 6 mois, et si possible à 9 mois, mais en tout cas à 12 mois, on fait 3 à 4 tests, notamment la première année. Ces tests-là sont très importants. Et l'objectif du traitement est très important pour un patient de 39 ans. Moi, j'hésiterais à commencer le nilotinib parce qu'il y a des complications potentielles cardiovasculaires qui peuvent monter jusqu'à 25% lorsqu'on a passé beaucoup d'années là-dessus. Donc l'individualisation, certes, mais il faut regarder peut-être le patient différemment. Si vous avez des jeunes femmes, par exemple, qui veulent avoir des enfants, ou si vous avez un patient avec une comorbidité, et à ce moment-là, là aussi, il faut individualiser le traitement. Et à nouveau, le mot à la mode ici, ce sont les lignes directrices 2025 et pour, je dirais, un peu plus conservateur, c'est mieux, c'est-à-dire lentement mais sûrement. Et si on a le professeur Naïm Chaudhry qui est là et qui est un autre expert, on aimerait bien avoir son avis sur ce cas et sur certaines des questions que le docteur Ephraim a posées. Docteur Naïm, vous voulez intervenir? Oui, merci beaucoup. Merci. Je crois que vous avez tout très bien cadré dans ce contexte, euh, notamment avec les lignes directrices de 2025. C'est ce que l'on a fait depuis de nombreuses années déjà, mais on a ces lignes directrices, mais en pratique, on a des choses différentes que ce que l'on avait dans les lignes directrices. Moi, je n'ai jamais suivi les 3 mois parce que c'était trop serré et on a tous eu ce sentiment que c'était trop serré parce que la pratique était différente. Pour revenir à ce qui a été dit pour la cinétique, oui, même si c'était plus d'1 an,
a posteriori, je dirais que si j'avais eu la possibilité, j'aurais continué. Je pense que nilotinib, ok, ça va, mais sur un patient de 39 ans, si on veut envisager un traitement à plus long terme, c'est plus risqué. Si on a aussi d'autres traitements, il peut y avoir des effets secondaires sur les patients jeunes et d'autres effets, notamment sur les hormones, entre autres. Mais sinon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est un excellent choix de cas, notamment lorsqu'il y a des restrictions de ressources. Dans ces contextes-là, je crois que ce qui a été fait pour ce patient a été très bien. À part que, a posteriori, moi, j'aurais continué un peu plus longtemps avec l'imatinib et vérifier la réponse moléculaire à 18 mois et à 24 mois. D'ailleurs, on peut avoir de très bons résultats à ces jalons-là. Donc, le fait qu'on disait, ben voilà, à 3 mois ou 6 mois, la réponse est qu'on est toujours dans la zone d'alerte, euh, je crois que on peut continuer et vérifier à différentes périodes sur les 2 premières années. Oui, oui, vous avez fait un commentaire très important ici. Alors, il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Il y a une question qui vient du docteur Ahmed. Il veut savoir pourquoi le patient n'a-t-il pas été envisagé pour une plus forte dose d'imatinib. Eh bien, d'abord, il faut savoir si le patient avait une résistance à l'imatinib, et si c'était le cas et qu'on a besoin d'un changement de traitement, oui, on peut donner euh, soit une plus forte dose, soit un autre ITK. Mais pour les patients qui ont une résistance à l'imatinib, la possibilité d'augmenter la dose et d'obtenir une réaction positive est de 10 à 15 et passer à un autre ITK signifie que l'on peut avoir une réponse moléculaire bien plus importante à 40 ou 42 Donc, si vous avez la possibilité d'utiliser un autre ITK, c'est ce que je préférerais recommander. Si vous n'avez pas de possibilité d'avoir un ITK de deuxième génération, parce qu'il y a des problèmes économiques, par exemple, au niveau, pour le patient, notamment à long terme, on peut, oui, continuer sur l'imatinib à d'autres doses. Deuxième question, pourquoi est-ce que le nilotinib a été choisi avant les autres ITK de deuxième ligne? Ça a déjà été discuté, parce que si... Bon, moi, je serais passée directement au nilotinib s'il y avait une résistance à l'imatinib, mais nous avons un patient assez jeune, donc si on doit exposer ce patient à une période prolongée de l'inotinib, alors il y a des complications potentielles assez significatives au niveau cardiovasculaire. Et ça peut être des complications assez difficiles à gérer. Voilà, merci docteur Ephraim. Nous pouvons maintenant passer au deuxième cas que vous avez, à moins qu'il n'y ait une réaction supplémentaire, mais on veut avoir assez de temps pour la discussion sur le deuxième cas également. Bien, merci professeur. Alors, nous allons passer au deuxième cas maintenant. Il s'agit d'une patiente de 26 ans qui a reçu un diagnostic de LMC en phase chronique en juin 2023, après avoir présenté des symptômes d'anémie et une gêne dans le cadran supérieur gauche depuis 6 mois. Elle avait des leucocytes très élevés. Donc, on a commencé une thérapie avec un traitement cytoréducteur initial, avec un traitement quotidien par imatinib à 400 mg par voie orale. On est arrivé à suivre la thérapie. On n'a pas pu déterminer le PCR pour cette patiente parce qu'on avait des problèmes, mais elle a bien toléré le traitement et qu'elle l'a bien observé. Et on a vu la réponse hématologique complète avant la fin des 3 mois de traitement.
Et ensuite, on a continué de suivre son hématogramme. Vous voyez les chiffres ici et la réaction hématologique. À 6 mois de thérapie, vous voyez qu'on est arrivé à 2,2%. On a continué la même dose d'imatinib avec une réponse hématologique complète. Donc, on a poursuivi même chose à 12 mois de thérapie. On a vu qu'elle avait une réponse hématologique complète. Et vous voyez le BCR-ABL à 0,87%. Avec cette réponse hématologique complète, nous avons continué à 400 mg par jour pour 3 mois de plus, jusqu'à 2 mois de thérapie, hein, parce qu'il y avait cette réponse hématologique complète. Alors, on ne peut pas assurer le suivi de plus près, mais on voit là, après 12 mois, on a refait le BCR-ABL. On est arrivé à 0,47%. Elle avait une bonne adhésion au traitement qui était bien tolérée. C'est une maman d'un enfant qui est mariée. Elle n'a pas actuellement de projet de grossesse et donc elle n'a pas besoin d'essayer une TFR. Donc, étant donné qu'il y a une réponse cytogénétique complète, nous avons poursuivi le traitement à 400 mg d'imatinib et on assure le suivi clinique de la patiente tous les 3 mois afin de déterminer la réponse moléculaire tous les 6 à 12 mois. Donc, sur cette patiente, les questions que nous avons, c'est que c'est une patiente qui tolère très bien la thérapie. Depuis 2 ans, elle a une réponse hématologique complète. Son niveau de BCR-ABL n'était pas optimal après 6 mois de thérapie, mais après 1 an de traitement, c'était en dessous d'1%. Donc, ça montre un progrès avec un déclin lent, mais marqué. Les points de discussion maintenant, voilà ce que j'aimerais soulever. Devrions-nous nous inquiéter vraiment lorsque les patients ne parviennent pas à atteindre une RMM malgré une durée de traitement adéquat? Ça, c'est le premier point. Et si est-ce qu'on doit changer la thérapie maintenant? Est-ce que on attend ou est-ce que l'on passe à un ITK de 2e génération? Étant donné qu'elle a bien réagi à une dose élevée d'imatinib, serait-il utile d'intensifier le traitement chez cette patiente? Et si cette patiente souhaite tomber enceinte, avoir un enfant à un moment donné dans sa vie, quel sera l'avantage de passer à un ITK de 2e génération pour essayer d'atteindre une réponse moléculaire de 4? Est-ce, ou est-ce que l'on peut partir du principe qu'il y aura un déclin progressif mais régulier? Voilà ce que je voudrais discuter. Professeur Aimant, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur Halley. Le professeur va répondre aux questions et j'aimerais encourager tout le monde à poser leurs questions dans le chat si vous en avez pour que l'on puisse donner des réponses complémentaires avant que l'on ne passe au deuxième sujet. Et comme ça, si on a un peu plus de temps à la fin, on pourra revenir à ces questions, mais j'aimerais que vous puissiez aussi poser vos questions et apporter quelques réponses dans le chat si nécessaire. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Hailey. Professeur Hammond, allez-y. Merci beaucoup. Et merci également à Ephraim de nous présenter ce cas.
C'est une patiente qui représente à peu près un tiers des patients dans les pays à revenus faibles et bas. C'est-à-dire qu'on commence toujours de la même façon. 20 ou 30% de nos patients seront dans cette catégorie de patients. Lorsque nous analysons les jeux de données sur le long terme, lorsque l'on s'intéresse aux cohortes, et comme nous voyons dans les publications récentes, il apparaît que l'inquiétude surgit à 24 mois et que cela représente un patient sur 10. Ces larges jeux de données nous disent que 20 à 30% des patients se retrouveront dans ce sous-groupe. Et les chances que ces patients passent à une phase accélérée ou blastique est très faible. Donc, il n'y a pas réellement de raison de s'inquiéter. On dirait que 80 à 95% des patients ne manifestent aucune accélération. Donc, ici, l'état n'est pas catastrophique. Si la patiente voulait une grossesse immédiate, c'est-à-dire dans les 2 ans qui viennent, alors à ce moment-là, il faudrait effectivement modifier la thérapie et essayer d'obtenir des ITK différents. Mais il est tout à fait possible que cette même patiente, au bout de 3 ans d'exposition à l'imotinib, affiche des résultats beaucoup plus positifs, voire même au bout de 5 ans ou de 8 ans. Et à ce moment-là, il sera peut-être possible à cette patiente de tomber enceinte. D'ailleurs, ça peut être un objectif pour les jeunes patientes. Il faut tenir compte du désir de grossesse des jeunes patientes. Si c'est un objectif, il faut effectivement envisager ce changement de thérapie. Si ce n'est pas un objectif, si la grossesse immédiate n'est pas désirée, alors à ce moment-là, nous pouvons poursuivre avec un traitement tel que celui-ci, avec cette dose-là, et avec un suivi tous les 3 mois, au pire tous les 6 mois. Et si nous pouvons procéder à de nouveaux BCR, alors nous pourrons voir s'il faut changer de protocole ou pas et éventuellement passer à des ITK de deuxième génération. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions brûlantes ou des commentaires chez les participants. Sinon, nous passons tout de suite au deuxième cas. Merci beaucoup, professeur Malhotra. Merci beaucoup, Ephrem, de nous présenter ce cas très intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Le professeur Malhotra et le docteur Ali se feront un plaisir d'y répondre.